Moi, c'est Mathilde, je fais partie du PAC, le projet Accompagnement Solidarité Colombie. Puis je vais animer ce soir la partie en français. C'est une soirée organisée par le PAC en collaboration avec Stop Media et le GRIPICAM. Si vous ne connaissez pas le PAC, on a une table d'information au bout. Je ne vais pas faire une présentation, mais allez à la table pour vous informer là-dessus. Une présentation conjointe de André Picoult-Lécan et Marie-Hélène Parent. André, c'est un hindou traditionnaliste de Pessamit qui, pour être en accord avec ses croyances spirituelles, a décidé de militer pour l'environnement et pour conscientiser les Premières Nations. Et Marie-Hélène Parent, c'est une artiste métisse en multimédia interactif qui est également une militante en environnement contre le pétrole et les gaz de schiste. Alors, je vous donne la parole. Bonsoir à tous. Est-ce que ce serait possible d'avoir un peu plus d'éclairage comme tantôt? Quelques-unes de mes notes sont faites en crayon de plomb. Génial. Merci. D'abord, je voudrais me préciser que Marielle et moi, ça fait à peu près 2 ans et un peu plus qu'on milite. Et en tant que tel, on fait quand même un bon travail. Et dans la vie de tous les jours, on est un couple métissé. D'abord, avant de commencer à parler d'Anticosti, parce que c'est surtout pour protéger l'île qu'on milite, on essaie de la protéger contre la fracturation. Je vais faire d'abord une petite chronologie de certains événements en lien avec le territoire. Parce qu'au niveau des Premières Nations Inuit, je sais que dans d'autres nations, c'est la même chose, mais je veux spécifiquement parler de ma nation. Il y a une crise entre l'esprit moderne de marchander le territoire et pour d'autres de vouloir la conserver et la protéger parce que c'est un territoire ancestral. Vous avez sûrement entendu parler de plusieurs blocus chez les Inuits. Certains, ça date des années 90. Ça date de plus que ça, mais je vais me limiter aux années 90 et plus récents. Il y a eu entre autres pour le projet de barrage sur la Sainte-Marguerite. Sur la rivière Sainte-Marguerite, il y a un projet SM3 qui a vu le jour. Des Inuits de Wa'at Manutenam, qui se trouvent à cette île, ont voulu bloquer. Ils ont manifesté leur opposition au barrage pour protéger leur territoire. Ça s'est soldé par des arrestations. Et au niveau du conseil de bande, le conseil de bande a fait ce qu'ils ont l'habitude de faire, c'est de négocier, marchander le territoire, et avec un référendum, on réussit à obtenir un contrat. Je préciserai que Wa'at Manutenam, c'est la partie de la réserve qui se trouve collée à la ville de cette île. Et Manutenam est à peu près peut-être une vingtaine de kilomètres un peu plus loin. Et les 2 tiers de Wa'at ont voté pour. Pour l'entente. Et du côté de Manutenam, les 2 tiers ont voté contre. Mais parce que la ville, la partie qui est collée à la ville avait un peu plus d'habitants, c'est le oui qui l'a emporté et le territoire a été d'une certaine manière vendu. Ensuite, il y a eu chez moi, il y a eu un autre projet de barrage hydroélectrique. C'est dans le milieu des années 90. Il y a eu une entente avec le chef de l'époque, qui est le chef actuel présentement, René Simon. Je noterai que c'est un très bon administrateur, mais au niveau de sa vision du territoire, je ne suis pas en accord avec lui. Il y a eu une entente avec le Hydro-Québec, il y a eu 2 référendums, un perdant pour le chef et l'autre perdant pour nous, ce qui fait qu'au niveau du barrage, ça pu se faire ainsi.
Ensuite, plus récemment, en 2012, il y a eu un blocus fait par Mike McKenzie, qui était conseiller à l'époque. C'est toujours à Wahat Manutenam. Comme Hydro-Québec et Québec ne voulaient pas négocier avec le conseil de bande à ce moment-là, parce que le conseil de bande en tant que tel avait perdu de la crédibilité, ils étaient en déficit et une très mauvaise gérance. Pour obliger Hydro-Québec à négocier pour avoir une entente. Si je ne me trompe pas, c'est sur les lignes hydroélectriques. Oui. Il y a eu un blocus. Comme il n'y avait pas tant de supporters, parce que dans le fond, c'est le conseil de bande qui l'a organisé, ils ont invité les traditionalistes à intégrer le blocus pour protéger le national. Même méfiants, les traditionalistes ont quand même accepté, sont allés manifester, sont allés aider le blocus. Et après quelques jours, il y a eu une signature de 10 millions entre Hydro-Québec et le conseil de bande. Le conseil de bande a retiré ses supporters, laissant tout seul les traditionalistes qui voulaient continuer à défendre l'unité nationale. Ça s'est soldé par des arrestations, et en majorité, c'était des femmes. Et même cette histoire-là est toujours en cours présentement. Là, présentement, le chef actuel, c'est Mike McKenzie, l'organisateur du blocus. Et récemment élu, il y a eu un autre blocus contre le plan Nord. Et ça s'est soldé encore par des arrestations, 2 ou 3, peut-être 4. Et toujours sans l'appui du conseil de bande qu'ils ont abandonné, vu que les ententes ont été signées. Ensuite, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, à Mastouillache, il y a eu le chef Gilbert Dominique qui a fait une entente pour la construction d'une mini-centrale hydroélectrique sur la rivière, je ne me rappelle plus le nom de la rivière, mais il y avait des environnementalistes et Inuits de Mastouillache qui ont voulu protéger la rivière, et en particulier une très belle chute qui s'appelle la chute de Val-Jalbert. Oui. Bon, l'entente a été signée, le barrage a été construit. Cette année, il y a eu 2 blocus venant de Pakwashibi. Le premier blocus, c'est toujours sur la même histoire, c'est qu'à Churchill Falls, au Labrador, il y a un projet de construction de chute et de lignes hydroélectriques. Et bon, le conseil de bande a voulu bloquer une autre, la 510 au Labrador. C'était un hiver, il y avait de la neige, c'était le mois de mars. Et ça a duré peut-être 2-3 jours. Il y a eu une entente avec le gouvernement de la province de Terre-Neuve pour entreprendre des négociations. Ils ont accepté. Ça aboutit à nulle part, à rien. Le chef Denis Mestinapeo est venu sur le territoire de Pessamit, sur une route qui s'appelle la 389, qui relie Bécomo à Malik 5 et qui va jusqu'au Labrador. Le blocus. OK. Le blocus, ça s'est soldé par, comme Denis Mestinapeu n'a pas demandé la permission au chef de René Simon de Pessamit, celui-ci lui a dit de lever le camp. Il y a également, plus récemment, le blocus de Joël Malek pour le chantier de la Romaine. Même chose, c'était pour avoir des contrats. Minarno, la ville de Sept-Îles, non pas la ville de Sept-Îles, Wahat Manutenam n'a pris aucune position. Puis comme le projet a été accepté, si ça se fait, ils vont vite demander des compensations financières. Puis en 2010, par chez nous,
entente avec 3 minières, une pétrolière. Là, pour aller un peu plus vite, je vais résumer qu'il y a une crise présentement, c'est que les conseils de bande, même s'ils font des blocus, ce n'est pas pour défendre le territoire. Ils vont utiliser comme exemple qu'on se fait voler, mais eux-mêmes participent à ce vol. Aucun d'eux, pratiquement, ne veut protéger le territoire. Tout ce qu'ils font, c'est de marchander, et dont un, entre autres, le chef Jean-Charles Pétachot de Mingan, fait la même chose avec Anticosti. Là, je pourrais parler un peu du dossier d'Anticosti. En fait, c'est ce qui nous réunit, moi et André. Ma lutte commence pour Anticosti en mai 2010, lorsque j'ai découvert les permis de gaz et pétrole dans la vallée du Saint-Laurent et jusqu'aux îles de la Madeleine, jusqu'à Old-Harry. Dans mon esprit, pour faire une histoire courte, dans mon esprit et dans mon expérience, mon père étant allé à Anticosti en 1975 pour faire le survol des ressources avec mon oncle ingénieur. Anticosti était une île sauvage, protégée. Il n'y aurait pas d'exploitation là de quoi que ce soit, sauf un grand parc et aussi une réserve écologique et un endroit pour chasser. Quand j'ai vu les plans d'exploitation qui couvraient toute la vallée du Saint-Laurent jusqu'aux îles de la Madeleine, en passant par Anticosti aussi, je me suis dit, ça n'a pas de bon sens, ça fait 40-50 ans qu'on dit qu'on doit abandonner les hydrocarbures. Qu'est-ce que le Québec a à foutre à exploiter des hydrocarbures? On est dans l'eau, le soleil, le vent. Qu'est-ce qu'on va faire dans les hydrocarbures à détruire le territoire qui nous reste et qui est encore pur à 90%, disons. Moi, j'avais été en Chine en 2008. J'ai été malade tout le long. J'étais pas capable de respirer. J'avais de la difficulté, des difficultés respiratoires. L'eau était complètement polluée. Le Yangtze, la rivière, le fleuve Yangtze est rouge. Les montagnes sont bleues. L'univers est... Moi, je suis une artiste. Donc, pour moi, je suis une artiste photographe. En plus, pour moi, c'était comme un paysage à l'envers, un paysage négatif. Le dauphin qui est dans cette rivière-là est éteint. Je suis revenue de là en me disant, wow, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Qu'est-ce qui se passe? Et en me disant, il faut absolument que nous, on prenne conscience au Québec de ce qu'on a encore, de ce qu'on a encore comme nature et dont on peut encore faire l'expérience. Est-ce que beaucoup d'entre nous avons fait l'expérience de boire de l'eau direct dans la rivière? On peut le faire sur Anticosti. Est-ce que beaucoup d'entre nous ont fait l'expérience de n'entendre que le vent dans les arbres, rien d'autre? D'être seul sur une plage pendant des kilomètres de long? Est-ce qu'on voudrait vivre ça comme expérience? Est-ce qu'on veut préserver ça du monde qui nous entoure? On a des choix à faire. Ici, je vois qu'on a des choix à faire. J'ai besoin d'eau pour parler, j'ai besoin d'eau pour vivre. Ça m'est servi dans un verre de plastique. Le plastique, c'est du pétrole. Ça, c'est du pétrole. Probablement que dans mes vêtements, il y a du pétrole. Est-ce que vraiment ce pétrole-là, on en a besoin tous les jours? Est-ce qu'on peut faire des efforts? Est-ce qu'on peut faire des efforts pour Anticosti? En passant, vous avez tous des iPhones. Peut-être que vous pouvez aller voir, la pétition est encore en ligne. Je l'ai gardée ouverte, je l'ai déposée en 2013, avec 26 000 signatures. Je l'ai gardée ouverte pour garder une épine dans le pied du gouvernement du Québec. Elle est rendue à 38 000. Demain, je la dépose pour la deuxième fois, prise 2, à l'EES Hydrocarbures, qui est en ce moment l'évaluation environnementale stratégique que le gouvernement du Québec a mis sur pied. Les rapports qu'on y voit sont des rapports structurés sur
la rentabilité de l'exploitation du pétrole et du gaz sur Anticosti. On a des belles colonnes de chiffres. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui sont des économistes ou des comptables, mais on sait que des rapports, hein, ça peut prendre toutes sortes de directions. Dans une colonne, il y a les colonnes de chiffres de rentabilité, il y a les colonnes de dépenses, puis il y a les colonnes externalités. Qu'est-ce que sont les externalités? Ce sont les impacts environnementaux, c'est les êtres vivants auxquels il n'y a pas de chiffres. Alors, il y a des chiffres dans une colonne de revenus, il y a des chiffres dans une colonne de dépenses. Les deux balancent très bien. On va faire des profits au Québec avec ça. Sauf que dans la colonne impact environnemental, c'est drôle comme les êtres vivants n'ont pas de prix, eux autres, ils n'ont pas de chiffres. Moi, j'en veux des chiffres. Je veux savoir une vraie valeur sur le golfe quand il va être contaminé. C'est quoi la valeur du saumon atlantique qui est là quand il va être éteint? C'est quoi la valeur des forêts rasées? Le poumon de la Terre, c'est aussi au Québec. Je veux voir du monde se lever pour vrai, moi, au Québec. Ça fait 5-6 ans qu'on lutte, que plein de gens luttent. Il faut qu'on prenne conscience de ce qu'on fait. Les gens ici parlaient de générations à venir. Il n'y a pas juste les Autochtones, il y a aussi nous autres qui ont des générations à venir. Merci. Je voudrais aussi ajouter une chose, c'est que vous avez peut-être entendu parler d'une coalition politique entre trois nations, Innu, Mi'kmaq et Malécite, pour protéger le golfe du Saint-Laurent des hydrocarbures. Le gros problème, c'est qu'ils ont volontairement exclu Anticosti. Et Anticosti, son sous-sol est très friable, c'est poreux, en cas de problème, non. Quand ils vont installer des puits, il va y avoir des fuites, c'est inévitable. Et ça va se répandre partout à travers le Golfe. C'est plusieurs nations qui vont être affectées. Ce n'est pas juste trois nations autochtones, il y a aussi les Québécois et les Français à Saint-Pierre-et-Miquelon. Et veut pas, en excluant Anticosti, les conseils de bande continuent à faire ce qu'ils ont toujours fait, c'est utiliser le territoire pour marchander, négocier. En excluant Anticosti, ils démontrent vraiment leur volonté de signer des ententes. Et quoi qu'ils fassent, ils essaieront toujours de masquer ça par de belles paroles. Comme dans un blocus, c'était marqué dans une banderole très bien faite. Les droits des Premières Nations passent par la protection du Nitassinan. Ce blocus-là, cette banderole-là servait pour faire de la déforestation avant d'inonder un vaste territoire sur la rivière La Romaine. Et ce conseil de bande-là n'a rien fait pour empêcher la construction du barrage. En gros, les conseils de bande veulent, c'est un droit légitime, donner des emplois et avoir de l'argent pour leur population. Le problème, c'est qu'ils prostituent la terre-mère. Et j'inviterai les gens, quand vous verrez un blocus qui est organisé par un conseil de bande, méfiez-vous. Il y a toujours une question d'argent en dessous.